Alors voilà, on a frôlé une guerre au Moyen-Orient. Enfin, frôlé, façon de parler, hein, parce que les marchés, eux, ils ont pas bronché une seconde. Une baisse de 1,97% au pire de la crise. Et on est déjà plus haut qu'avant le premier missile. Et là, comme dans un blockbuster hollywoodien, paf, cessez le feu, le héros repart les cheveux au vent, Nasdaq au plus haut de tous les temps, pétrole en chute libre, et tout le monde parle de soulagement, comme si on avait frôlé l'extinction de l'humanité. Sauf qu'en fait, rien, pas de panique, pas de blocus, pas de VIX qui explose. Le marché, il s'en fout, il veut juste monter. Et la paix au Moyen-Orient, c'est juste une excuse de plus pour acheter du Nvidia, du Bitcoin, des ETF IA en mode c'est la fête au village, Wall Street est libérée, délivrée, comme la Reine des Neiges. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Pas de la Reine des Neiges, je vous rassure, mais de la guerre qui ne fait plus peur à personne et de la tech qui tient tout à bout de bras et les marchés qui font semblant d'aller bien, mais seulement en vitrine. Et dès qu'on gratte derrière, c'est un tout petit peu moins beau. Mais c'est pas grave, c'est un peu moins beau, mais on s'en fout. Et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 25 juin 2025 et je suis Thomas Veillet et Trump, c'est le Messie, peut-être même plus que ça. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Lorsque vous parcourez les colonnes de la presse financière depuis 24 heures, vous avez l'impression d'assister à une espèce de révolution majeure qui va changer le monde. Des rédactions s'extasient sur la fin des hostilités au Moyen-Orient, invoquent le soulagement et saluent des marchés qui reprennent aussitôt le chemin de la hausse. On se croirait presque dans la scène où le héros désamorce la bombe à la dernière microseconde armé d'un chewing-gum et d'un cure-dent et sous les applaudissements des fans en délire. Mais soyons honnêtes, à quel moment les indices ont vraiment dévié de leur trajectoire haussière? Mis à part jamais, bien sûr. Et souvenez-vous du 11 juin 2025. Réveil en mode gueule de bois, les gros titres brandissent la menace d'une nouvelle guerre mondiale, nucléaire, bref, on ressort alors les vieilles statistiques. Est-ce qu'il faut acheter avant, pendant ou après la guerre? Même les gourous ESG découvrent que l'armement peut soudain passer pour un investissement responsable. Résultat, ce soir-là, le S&P 500 clôture à 6022 points. 12 jours plus tard, au pire de la crise, l'indice ouvre à 5913 points, moins 1,97% au total. C'est une micro-correction de week-end prolongé, loin d'un crash. Et ce matin, le Nasdaq 100 est au plus haut historique, au plus haut de tous les temps. Le S&P 500 pointe à 6090, soit déjà 68 points au-dessus du premier jour des premiers missiles. Alors honnêtement, quand vous examinez la feuille des stats, il n'y a jamais eu l'ombre d'une panique. La VIX a simplement fait un pic à 22,5, à peine un frisson, même pas un séisme, clairement pas un séisme, avant de retomber à 17,5, là où on est à peu près ce matin. Autrement dit, le marché n'a jamais acheté le scénario du blocus du détroit d'Ormuz. Jamais. Et la mise en scène d'un cessez-le-feu, avec menace présidentielle de la part de Trump de taper sur les doigts du premier qui sera pas gentil, qui sortira du passage clouté, eh bien, semble avoir donné raison à Mr. Market. Alors, est-ce que c'est la preuve d'une santé mentale ou d'un génie stratégique? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Ce qui est sûr, c'est que la bourse, elle veut monter. Une querelle séculaire entre deux ennemis jurés ne suffit pas à la secouer tant que Powell promet de baisser les taux un jour ou l'autre. Alors, si vous doutez de ce que je vous dis, regardez simplement les commentaires boursiers du matin. Vous allez sur les sites habituels un peu partout. Vous trouverez partout des mots comme soulagement, détente, retour de la confiance. Tous ces mots-là reviennent en boucle alors qu'il n'y a jamais eu de véritable vent de panique sur le marché. On est obligé de le dire. Et dès que le cessez-le-feu a été officialisé, les flux se sont rués sur les ETF, intelligence artificielle et la tech. Comme si la paix allait d'un coup, d'un seul, relancer la croissance, créer des jobs, faire fondre l'inflation et distribuer du cash à la planète entière pour encourager à claquer du pognon. D'ailleurs, le Nasdaq a déjà inscrit de nouveaux records et on peut tranquillement viser des sommets inédits sur le reste des indices puisque rien ne peut nous arriver. Bref, la paix descend du ciel, les marchés lévitent et vous avez la démonstration éclatante que pour l'instant, Wall Street n'en a strictement rien à faire des missiles tant qu'il pleut des liquidités sur le marché. Et que Powell, bien sûr, va baisser les taux. Un jour. Alors maintenant, remettons juste les pieds sur terre pendant un tout petit instant. Derrière cette euphorie estivale, on sait tous que tout n'est pas si rose. Les craintes inflationnistes liées aux droits de douane restent intactes. Le premier moratoire expire le 9 juillet et pour l'instant,
Rien, mais alors rien du tout n'est réglé. Le marché de l'emploi américain se tend, la confiance des ménages s'effrite. D'ailleurs, le Consumer Confidence qui est sorti hier, il est tombé bien en dessous des attentes. Mais bon, pas de bol pour lui, il est sorti pile au même moment de l'annonce du cessez-le-feu. Donc impossible de rivaliser contre la paix au Moyen-Orient dans ce genre de situation. Bref, la liste des signaux orange, voire rouge foncé, pourrait remplir 3 pages facilement. Mais Wall Street n'en retient qu'une seule ligne: acheter la bonne nouvelle et ignorer le reste. Alors, comme on dit, pisser contre le vent, c'est surtout le risque de mouiller ses chaussures. Et rater la révolution tech serait un crime bien plus grave que de fermer les yeux sur ce qui ne va pas dans ce monde. Hier, le chef d'orchestre a donc confirmé la fin des hostilités. Si jamais le chef d'orchestre, ceux qui ont un doute, c'est Donald Trump. Résultat, les marchés ont levé les bras au ciel, plus 1,6% en Allemagne, plus 1,6% en Italie, plus 1% en France, plus 1,13% en Suisse, comme si soudainement la Confédération helvétique était soudainement devenue un acteur principal des pays du Golfe. Et puis, hier, on se serait cru carrément le 25 août 44 à Paris, sauf que là, c'était plus Paris, c'était Wall Street et ça donnait Wall Street outragé, Wall Street brisé, Wall Street martyrisé, mais Wall Street libéré. Le terme libération n'a jamais été aussi tendance en ce moment. Peu importe, pour l'instant, rien ne freine la marche en avant jusqu'au jour où le scénario ressemblera moins à un happy end Netflix et plus à un retour brutal au réel. Mais c'est pas le sujet et c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut sabrer le champagne, se rouler dans le caviar et jouer la thématique de la reconstruction tout en shortant l'armement parce que depuis hier, l'armement, c'est mal, tout comme le secteur pétrolier. Et pendant que Donald Trump continue de piloter la planète à grands coups de poste sur les réseaux sociaux, son meilleur ennemi, Jérôme Powell, s'est présenté à Capitol Hill pour témoigner devant le Congrès. Pas dans n'importe quel contexte, bien sûr, puisque la veille encore, Trump le traitait de très bête et très borné. Mais Powell, lui, il s'en fout, il est impassible. Le type a la zénitude d'un moine bouddhiste sous l'exomile. Il ne bronche pas, il reste dans son rôle, banquier central au-dessus de la mêlée, sourd au bruit politique, et il l'a dit sans trembler, la Fed aurait déjà baissé les taux si Trump n'avait pas allumé l'incendie des tarifs douaniers le 2 avril. En clair, c'est pas l'inflation naturelle qu'empêche la Fed d'agir, c'est simplement que la Maison-Blanche crée elle-même une inflation à coup de provocation commerciale. Dans son analyse de données passées, Powell va même beaucoup plus loin. 2 baisses de taux ou plus auraient pu se justifier, mais le souci c'est demain. Et demain, tous les économistes s'attendent à une inflation qui remonte à la hausse à cause, encore une fois, de ces fameux tarifs douaniers. Et du coup, prudence maximale. Même si on n'en parle plus des tarifs douaniers. Et on reste pour l'instant debout sur les freins à la Fed. Résultat des courses, pas de baisse des taux en juillet, sauf énorme surprise. Le prochain créneau plausible, c'est évidemment septembre. Et même là, Powell ne veut pas s'engager, il attend des chiffres, il veut voir l'inflation, il veut voir l'emploi. Et il veut les voir vraiment commencer à flancher. Bien sûr, on sent que des dissensions internes montent à la Fed. On en a parlé hier, des membres comme Bowman ou Waller militent déjà pour une espèce de baisse des taux en juillet si l'inflation se calme ou si l'emploi partait en vrille. Mais pour l'instant, ils ne font pas le poids face à l'équipe Powell. Le marché, lui d'ailleurs, il y croit pas du tout. Moins de 20% de probabilité de voir une baisse des taux en juillet contre 87% pour le mois de septembre. Powell, lui, il reste droit dans ses bottes. Il le dit d'ailleurs off the record qu'il a le soutien discret d'un paquet d'élus, mais qu'il n'en fait pas un argument. Il rappelle simplement une vérité que beaucoup ont tendance à oublier en ce moment. Dans une situation aussi floue, mieux vaut réfléchir 2 fois avant d'agir une seule fois. Et ce mercredi, rebelote, il repassera devant le Sénat. En résumé, tant que l'inflation continue à jouer au foot dans la cour de récré avec les droits de douane, elle ne rentrera pas sagement en classe et Powell ne sortira pas sa boîte à outils pour trancher dans le vif. Entre vous et moi, c'est pas vraiment nouveau, mais comme on sait que l'on comprend vite si on explique longtemps, on répète et on répète encore. Du côté du pétrole, bien sûr, c'est la dégringolade. Le baril s'échange à 65,30 $ ce matin alors qu'il flirtait avec les 78 $ il y a moins de 48 heures. Moi, je vous avoue que je suis particulièrement curieux de découvrir quel prix moyen du baril sera utilisé pour le calcul du CPI le mois prochain. Si vous aimez les montagnes russes, vous allez être servi parce que le mois dernier, c'est précisément la baisse du pétrole qui avait permis à l'inflation de rester calme. Et ce mois qui arrive, suspense. Alors, je vais pas dire qu'ils vont magouiller les chiffres pour rendre la marée un peu plus sympa,
mais je me réjouis quand même. Je vous dis même pas comment je me réjouis. Et pendant ce temps-là, l'or grimpe à 3340 $, le bitcoin fuse à 106 000 $, comme un SpaceX hors de contrôle, et même le rendement du 10 ans se replie gentiment à 4,30. C'est officiel. Donald Trump est désormais non seulement président, mais aussi illusionniste monétaire et messie de la paix mondiale. Ce type est absolument formidable. Le gars gère les marchés comme un prestidigitateur avec un smartphone dans l'autre main. Concernant la fin de la guerre, eh bien, on apprend ce matin que certaines infrastructures clés de l'enrichissement nucléaire iranien n'ont pas été détruites. Traduction, le boulot aurait été fait à moitié. Résultat, on attend le prochain tweet de l'homme providentiel pour savoir si c'était vraiment la fin ou juste l'entracte. Côté entreprise, ça bouge. FedEx a publié ses résultats supérieurs aux attentes, mais leur guidance est encore une fois dégueulasse. Sanction immédiate, moins 6% after close hier soir. Apple envisage de racheter Perplexity, c'est une pépite de l'intelligence artificielle, histoire de combler son retard face à Google et OpenAI. Et puis Carnival a pris 7% hier soir grâce à des résultats solides et surtout un carnet de commandes pour 2026 qui est déjà blindé et à des prix blindés également. C'est historiquement très cher, rien que ça. Et que dire de Coinbase, plus 12% en tête du S&P 500. Pourquoi? Parce que cette fois, la régulation a donné de la visibilité au lieu de semer la panique. Le Sénat a validé le Genius Act, une loi pour encadrer les stablecoins, un segment central pour Coinbase. Un broker a d'ailleurs revu son objectif de cours à la hausse, 421 $ contre 301 auparavant. On saluait le flot de bonnes nouvelles autour de la boîte. Et quand régulation inspire confiance, le marché suit et Coinbase explose. Même Uber a profité de la vague, plus 7,5% hier soir grâce au lancement de son service de robotaxi à Atlanta avec Waymo. La tech vit une seconde jeunesse portée par les promesses de l'IA et l'optimisme géopolitique. En résumé de tout ça, la guerre est finie, Trump est un sauveur, les tarifs douaniers sont en pause, l'inflation reste presque sage et la Fed joue la partition de l'attente constructive. Résultat, les marchés sourient à pleines dents, le S&P 500 flirte avec ses records historiques et on sabre déjà le champagne. Mais bah oui, parce qu'il y a toujours un mais. Ce sourire est quand même un tout petit peu crispé parce que on sait que rien n'est vraiment réglé. Ni les tarifs, ni l'inflation, ni la géopolitique et que les marchés se comportent comme si on connaissait déjà le happy end. Mais on sait tous, vous et moi, que dans la vraie vie, même les meilleures séries finissent toujours par un espèce de cliffhanger. Et c'est précisément là que le sourire des marchés devient un poil crispé. Parce que si on gratte un petit peu sous la surface des indices, on découvre une réalité un peu moins glamour que celle des records. Ouais, la performance boursière est portée à bout de bras par la tech. C'est toujours les mêmes qui traquent le marché, hein. Nvidia, Meta, Microsoft, Netflix. Ils tirent le peloton pendant que les autres sont en train de crever dans la montée. La majorité des secteurs, eux, font du surplace et certains reculent franchement. C'est le cas, par exemple, du retail qui est plombé par la Chine et les tarifs douaniers. Ce secteur-là, il traîne la patte. On est à moins 15% sur l'année, je crois. Les transports, FedEx en tête, moins 20% depuis le début de l'année. Et les small caps sont déjà en plein coma. Le S&P 600 perd déjà 5% depuis le début de l'année. Et si on zoome un peu plus sur la catégorie des small caps, le Russell 2000, la situation est encore plus inquiétante. 485 sociétés, soit près de 25% de l'indice, sont aujourd'hui considérées comme des zombies compagnies. En clair, elles ne génèrent même pas assez de profit pour couvrir leurs intérêts débiteurs. Et un autre calcul plus large signale même que 38% des boîtes du Russell 2000 sont déficitaires. Autrement dit, la hausse des géants masque un espèce de malaise structurel à l'intérieur même des indices, à l'intérieur même des secteurs aux États-Unis. Les marges fondent lentement, mais sûrement. Les prix montent, mais pas assez pour couvrir les coûts. Et la demande, elle ralentit par petites touches, comme un moteur qui est en train d'aspirer les dernières gouttes d'essence. Elle commence à tout sauter. Conséquence logique, les analystes ils commencent à réviser leurs estimations des bénéfices à la baisse, surtout sur les boîtes les plus exposées à l'économie réelle, ce qui nous ramène gentiment à une conclusion aussi simple que brutale. Oui, le S&P 500 monte, oui, le S&P 500 est à ça des plus hauts historiques, mais non, le marché n'est pas serein. Il surfe sur une espèce de poignée de stars pendant que la majorité rame dans l'indifférence la plus générale. Un scénario qu'on a déjà vu et qui, historiquement parlant, n'a jamais hyper bien fini quand même. Mais bon, c'est pas grave aujourd'hui, tout le monde s'en fiche parce que badaboum, la guerre est finie! Et grâce à ce merveilleux happy ending, l'intelligence artificielle est à nouveau le Graal des investisseurs. Le S&P 500 s'apprête à toucher de nouveaux records historiques, probablement avant la fin du mois. Et puis ensuite, on prendra un petit spritz au bord de la piscine en se posant les vraies questions.
Mais pas avant août quand même, parce que ça serait quand même dommage de gâcher l'été. Côté chiffres, ce mercredi, on nous offrira les demandes d'emploi en France, le deuxième passage de Jérôme Powell devant le Sénat et les inventaires du pétrole. Mais soyons honnêtes, plus personne n'en a grand-chose à faire, puisque le détroit d'Ormuz est rouvert et que les barils sont pas chers et que le Messie a parlé. Amen. La guerre est finie, le Nasdaq plane, le S&P, lui, court après, le pétrole plonge et Trump fait de la diplomatie avec une baguette magique dans une main et son iPhone dans l'autre main, bien sûr. Le marché, lui, il sourit, un grand sourire ultra bright, mais dès qu'on regarde les dents de sagesse, il y a plein de caries, des zombies dans le Russell 2000, des marges qui fondent comme de la neige au soleil, et la tech qui porte tout le monde sur son dos comme un mulet chargé d'ETF sur l'intelligence artificielle. Et puis alors, on ne pense plus au marché obligataire, on ne pense plus aux droits de douane, parce qu'on s'en fout, parce que c'est l'été, parce que tout va bien, parce que c'est la paix, c'est champagne et caviar et record pour tout le monde. Alors, savourez pendant que ça tient encore. Et n'oubliez pas que John Maynard Keynes disait « Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. » On pourrait assez facilement traduire de nos jours par « Le marché peut ignorer une guerre nucléaire tant que Powell promet de baisser les taux. » Merci d'avoir été là avec moi jusque-là, que la force soit avec vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Nous, on se retrouve demain pour la suite de la Reine des Neiges. Non, pas de la Reine des Neiges. Pour la suite des épisodes de Donald Trump, le magicien. À demain et très bonne journée. Bye bye.